Donc, mon nom est Roland Mine, je m'occupe du business développement d'Atunity en France et je suis assisté par Yann Archibald qui est notre directeur avant-vente. Jetons un œil à l'agenda au sommaire de la présentation. Premièrement, je prendrai... Vous voulez que je change de micro peut-être? Non? C'est bon? Premièrement, je présenterai Atunity sur une slide pour savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait. On regardera l'ODS, ce qu'il faut savoir, les bénéfices de mettre en place un ODS, les challenges aussi de cette mise en place, les personnes qui peuvent être impactées par cette mise en place et ceux qui jouent avec les données à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est pour la théorie. On vous montrera les cas pratiques de deux de nos plus gros clients qui ont mis en place cette architecture aujourd'hui. Et on vous présentera la technologie qui permet cette infrastructure et qui permet d'extraire les données de la production pour mettre ces données dans un environnement ODS. Donc, Atunity, excusez-moi, Atunity, en quelques mots, on est une société informatique, on a un éditeur informatique qui est basé dont le siège, qui est coté au Nasdaq, dont le siège est basé à Boston, aux États-Unis, et toute la partie R&D est en Israël. Moi-même et Yann, on fait partie de l'équipe IMIA et on est basé à Londres, et on supporte donc toute l'équipe IMIA, toute la zone IMIA. Donc Atunity, ce qu'on fait, on transfère les données, on réplique les données, quelle que soit la source, quel que soit le réseau, quelle que soit la cible. On va récupérer les données donc dans MS SQL ou dans toute autre source et on va extraire ces données, les exposer et les transférer vers les personnes qui en ont vraiment besoin, les personnes qui vont faire des analyses et qui vont dégager de la valeur avec ces données. Donc l'ODS. Ce que je vais vous présenter, c'est pourquoi donc, les bénéfices et les challenges de mettre en place un ODS, qui sont les personnes en interne qui sont impactées par cette mise en place, et qui doit être, et ça c'est la notion essentielle de la responsabilité de la donnée. Qui dans l'entreprise doit être responsable des données? Est-ce que ça doit être les applicatifs? Est-ce que ça doit être les data warehouse, les personnes qui travaillent sur les data warehouse ou quelqu'un d'autre? Et là-dessus, on voit arriver des États-Unis une organisation différente et l'avènement du Chief Data Officer. Alors, je n'ai pas trouvé de traduction en français. C'est le CDO, c'est un niveau exécutif qui s'occupe de données, qui prend en charge la responsabilité des données. Donc, voyons un système, une architecture classique que vous devez tous connaître, qui doit être familière pour vous. Donc, sur la gauche, vous avez des systèmes opérationnels. Donc, ça peut être SQL Server, mais ça peut être toute autre source. Et c'est là où la complexité généralement apparaît. Vous pouvez avoir de l'Oracle, vous pouvez avoir du mainframe, vous pouvez avoir de l'AS400, vous pouvez avoir du Sybase, de l'Informix, HP Nonstop, ce que vous voulez. Des systèmes qui sont dans l'entreprise, mais qui ont pu être hérités lors d'acquisition d'autres groupes. Et la difficulté, c'est de pouvoir accéder à ces données-là. Donc, sur la partie droite, vous avez les business units, la finance notamment, qui peut vouloir accéder aux données sources de production, créer leur data mart, faire leur rapport avec ces données de production. Vous avez l'équipe support qui va faire la même chose. Et vous avez toutes les autres équipes, les business units dans l'entreprise, qui peut avoir besoin de créer leur propre rapport et leur propre data mart. Mais vous avez aussi ces entreprises, ces business units, qui peuvent avoir besoin de récupérer des données d'autres data mart. Et c'est là où la complexité apparaît. Est-ce que ces données vont être attendues au bon format? Comment je vais négocier avec les autres business units l'échange de ces données? Vous pouvez aussi avoir, la production peut aussi avoir besoin en retour de ces données.
De toutes ces flèches, de tous ces échanges et ces interactions entre systèmes naît la complexité. Et de cette complexité fait que les services IT vont être débordés de demandes, de process, etc. Donc voyons une alternative, et donc cette alternative qu'on voit de plus en plus, c'est la mise en place d'un ODS. Ça peut être un SQL Server standard. Et cet ODS va être la copie transactionnelle en temps réel des systèmes de production. Là, la simplicité devient évidente parce que tous ces business units n'ont plus besoin de parler au système. You missed it, but it came up with a message to say PowerPoint has just crashed. I'll take it from there. Thanks. C'est moi qui ai fait ça? Ok. Donc, j'en étais où? Les services, donc les business units accèdent à un point unique et central qui est l'ODS, qui est le SQL Server. Vous êtes familier, vous êtes confortable avec un SQL Server, donc vous choisissez la plateforme SQL Server pour centraliser toutes les données de production. Et les business units peuvent accéder directement à un point central et unique pour accéder à tout type de données de l'entreprise. Qui sont ces personnes ayant besoin de données dans l'entreprise? On les a catégorisées en cinq groupes. Vous avez les applications owners, les responsables d'application, qui, eux, sont en charge de la production et vont créer la donnée. Vous avez ce qu'on appelle les tableaux de bord opérationnels, qui vont avoir besoin de créer des rapports directement, des rapports tactiques, des rapports opérationnels en temps réel. Vous avez les développeurs ETL, qui évidemment vont avoir besoin de la donnée. Des data scientists qu'on voit apparaître, et dans 6 mois, si on a cette présentation, je suis sûr que la moitié de la salle seront des data scientists. Et évidemment, la direction générale, le PDG, le boss, qui va avoir besoin d'avoir des tableaux de bord pour prendre ses décisions. Donc, faisons un focus un petit peu sur les responsables d'application. Ces personnes, ce groupe-là, sa responsabilité, c'est la fiabilité des données et c'est la mise à disposition de ces données-là. C'est eux qui créent la donnée. Leur responsabilité, c'est que le système ne crache pas. Ils sont en première ligne de l'entreprise, mais leur responsabilité première, c'est que le système ne crache pas. Et pour que ces systèmes restent fiables, plus les systèmes sont importants, plus les cloisonnements autour de ces systèmes sont importants, plus les applications sont importantes, généralement, plus la valeur des données qu'elles génèrent est importante. Donc, d'où l'importance de cloisonner ces environnements. De la même façon, ces responsables applicatifs sont envahis de requêtes batch loading. Dans un monde où l'activité est requise est maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, personne ne va les féliciter quand le système ne crache pas. Par contre, dès que le système a un problème, ils vont être les premiers à être pointés du doigt. D'où l'importance pour eux que le système soit fiable et soit protégé, mais donc d'où la difficulté d'extraire les données de ces systèmes protégés. Une autre notion et un autre gain qu'un ODS va leur apporter, c'est qu'ils vont pouvoir vendre la donnée une seule fois. Et cette notion d'achat-vente de données est importante. Il est important de voir que la donnée, c'est un actif de l'entreprise, ou ça devient un actif de l'entreprise. Donc, l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir vendre cette donnée une seule fois, faire des décharges des systèmes de production vers un point central. On a ajouté un point qui est presque un point de détail, mais si vous avez un environnement mainframe qui traîne dans l'entreprise,
les requêtes dans ces environnements mainframe sont facturées par une notion de MIPS qui coûte une vraie fortune. Donc le fait de pouvoir interroger des systèmes tiers et non pas le mainframe directement est un gain immédiat en termes de un retour sur investissement d'avoir un ODS, une couche ODS unique. Une autre notion qui est importante, c'est que ces responsables d'application ne sont pas responsables des données. Ils doivent être concentrés sur la production de la donnée, sur la création de la donnée, mais ils ne devraient pas avoir à se soucier de qui accède à cette donnée-là. Donc ici, nous avons un ODS. Et immédiatement, l'intérêt et ce que ça apporte, c'est que l'ODS devient une extension en temps réel, une extraction des données de production en temps réel, et devient l'extension de la production. Aujourd'hui, on est tous envahis, tout le monde a un téléphone et tout le monde consulte son compte bancaire sur un téléphone. Est-ce que j'ai été payé? Est-ce que mon virement est passé? Est-ce que j'ai reçu ce virement, etc. Et on va rafraîchir 15 fois par minute des choses que il y a peu de temps, on faisait une fois par semaine ou une fois par mois. Donc même si le volume de transactions n'est pas forcément important, ou plus important, les lectures seules et les requêtes en lecture seule sont plus importantes, ce qui, si vous accédez sur les données de production, vous allez ralentir la production et vous allez avoir tous les problèmes relatifs à toucher la production avec des systèmes opérationnels. Donc décharger, 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 plus on peut toucher les données de production en temps réel sur un système qui n'est pas la production, amène une valeur ajoutée. Donc encore, les systèmes de production doivent piloter la production et pas s'occuper de tout ce qui est décisionnel. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui a besoin de rapports opérationnels en temps réel. Et là, on n'est pas encore dans le data warehousing, on est plus dans les rapports tactiques, les simples rapports opérationnels. L'avantage pour ces gens-là, encore une fois, c'est de s'adresser à un point unique pour toucher toutes les entreprises, toutes les données de l'entreprise et d'avoir ces données en temps réel. Ces rapports peuvent être des rapports simples. On a une jolie installation client chez une société d'assurance en France qui fait une vision à 360 degrés. Ils ont mis en place un outil qui s'appelle Elasticsearch qui permet une recherche dans l'entreprise par identifiant unique et accéder. Toutes les personnes dans l'entreprise ont une vue en temps réel de ce qui se passe en dessous grâce à cet outil-là. Donc, permet une valeur immédiate et rapidité et environnement et avantages concurrentiels, on y reviendra tout à l'heure. La mise en place d'un outil comme celui qu'on propose se met en place en quelques jours plutôt qu'en quelques mois. Troisième groupe, les développeurs ETL. Donc là encore, c'est l'avantage immédiat, c'est qu'ils peuvent accéder à un point unique de l'ODS et on peut prendre en charge tout ce qui est chargement lourd. Généralement, ces personnes-là, ils font des batchs de la production une fois par semaine ou une fois tous les X jours. Toute cette partie-là peut être, toute cette problématique-là peut être résolue par la fourniture d'un ODS et par la présentation de données en temps réel. Donc ils ont des données en temps réel sur un point unique où ils peuvent aller piocher. Une notion importante également, c'est le développement fail fast. Là encore, je ne sais pas quel est le terme en français de fail fast. C'est la possibilité qu'on donne à ces gens-là de pouvoir faire des tests. Tester, c'est ça qui tester des idées,
j'ai récupéré cette table et pas celle-là. Jusqu'à présent, s'ils veulent une autre table, ils vont demander à l'IT, on va leur dire c'est bien, on est débordé, reviens dans 3 mois, reviens dans 6 mois, et on regardera ta problématique pour changer la table que tu as demandé. Ici, ils ont possibilité de prendre une table, c'est pas cette table que je veux, c'est une autre, donc ils peuvent faire ça eux-mêmes. Data scientist, je suis désolé, je ne sais pas si... Can you take the microphone? Data scientist, c'est une équipe c'est un nouveau métier qu'on voit. C'est une équipe qui touche à tout ce qui est nouvelles technologies. Et c'est des gens qui sont en charge de rechercher les données, de croiser les données, d'enrichir les données par rapport à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont à disposition. Et là-dessus, l'intérêt pour eux et le concept de Hadoop et de Data Lake se marie bien avec le concept ODS. Parce que la couche ODS peut être une couche qui prend les données et qui les sauvegarde à court et moyen terme, à 3 mois. Et tout ce qui est long terme, vous pouvez le décharger dans un Data Lake, dans Hadoop, qui devient donc le stockage à long terme de ces données. Et ces data scientists qui travaillent sur ce Data Lake peuvent enrichir leurs données qu'ils ont de l'ODS grâce à tout ce que vous trouvez dehors, le social media, les weblogs, tout ce qui est externe à l'entreprise. Ils peuvent, de la même façon que les développeurs ETL, tester les données, chercher cette information, cette pépite d'information qui n'a pas été disponible ou qui a été perdue, et enrichir les données et fournir leur analyse et dégager de la valeur à ces données. Donc, combiner l'ODS avec un data lake qui généralement est sur Hadoop et un data warehouse qui est en aval est une architecture qu'on voit de plus en plus souvent. Et enfin, le PDG, le boss, la direction d'entreprise. Ce qui importe ces personnes-là, c'est la vision d'ensemble. C'est la vision des coûts, des bénéfices, mais c'est aussi évidemment une notion de risque. Et ce qui est important de leur expliquer, c'est la séparation des environnements. La production reste avec la production, le data warehousing et le décisionnel restent avec le décisionnel. Et ce décisionnel-là est en temps réel. Tout d'un coup, le service informatique devient un facilitateur et non plus un bloqueur. Ils n'ont plus cette notion de excuse-moi, je suis débordé, je ne peux pas vous livrer les données, revenez dans 3 mois. Donc encore une fois, la notion de séparation des environnements, production et le décisionnel en temps réel. Et également, donc j'en ai parlé juste avant, l'installation de la couche EDS et le mariage de cette couche EDS avec le data lake permet une architecture pérenne. Tout le monde vient voir le patron, tout le monde lui dit que Big Data, c'est là où il faut être, c'est super. Mais de la même façon, il a des données qui ne sont pas exploitées encore dans son entreprise. Donc la création d'ODS permet d'aller récupérer tous ces environnements qui génèrent des données et qui ne sont pas forcément intégrés dans le pool de données d'entreprise, ainsi que toutes les données extérieures au Big Data. Donc maintenant, on touche à la notion de responsabilité de la donnée et l'avènement d'un nouveau métier qui est le CDO, le Chief Data Officer. Donc la donnée est créée par la production et consommée par le business. Et entre les deux, qui est responsable de la donnée? Qui est responsable dans l'entreprise pour générer de la valeur grâce à cette donnée? On peut penser, et c'est généralement le cas dans la plupart d'entreprises, que cette responsabilité est dédiée, et la responsabilité des data warehousing
et des personnes en charge de l'ETL. C'est vrai que de temps en temps, ils ont des responsabilités budgétaires. Mais ce qu'on voit, et ça nous vient des États-Unis, c'est qu'on a besoin d'un niveau exécutif pour définir la stratégie d'entreprise, l'architecture qu'on va mettre en place et donc la responsabilité de générer de la valeur grâce à ces données. Et le CDO, eh ben, il s'assoit ici entre la production et le business. Donc ça, c'était pour la théorie. Je vais vous présenter deux cas clients qui ont mis ça en production. Le premier, c'est l'un des plus grands groupes d'assurance au monde qui a cette architecture qu'on a un petit peu simplifiée. Donc, en bas, vous avez tous les systèmes de production. C'est un gros utilisateur mainframe, vSAM, etc. Il a du SQL, il a du Sybase, il a de l'Oracle. Donc, il a créé une couche ODS qui est presque des multiples ODS, qui est cette couche de copie en temps réel, copie transactionnelle en temps réel de ce qui se passe. Une fois que ces données sont dans cette couche ODS, ils peuvent être accédés pour traitement en aval des équipes qui en ont besoin. Il peut passer par du master data management, il peut passer par de l'agrégation, de la validation, du cleansing de l'EDS. Et après, il est fourni au data warehouse, aux personnes qui s'occupent de l'analytics et à l'ETL. Un deuxième cas, client, c'est l'un des plus gros opérateurs téléphoniques dans le monde, qui, lui, a une configuration un petit peu différente. Vous avez la couche ODS au milieu, au niveau du milieu. Et chaque système de production fournit des données à une cible identique. Donc chaque système de production fournit des données à l'ODS et chaque business unit va récupérer ces données dans l'ODS. Donc, à Tunity. À Tunity, on est, comme je disais sur la première slide, on est une société informatique qui permet le transfert des fichiers et la réplication, le transfert des données, pardon, et la réplication des données d'une source à une cible. À Tunity, sur ce schéma-là, dès qu'il y a une flèche, dès qu'il y a un transfert de données, c'est là qu'on intervient. Les points forts ou essentiels ou critiques d'Atunity, c'est qu'on supporte des sources hétérogènes. Donc là, on est sur un event SQL Server, donc évidemment, on supporte SQL Server, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un EDS sur Oracle pour des sources en Oracle, un EDS sur SQL pour des sources en SQL. Vous pouvez choisir SQL ou SQL comme EDS et supporter toutes les sources que j'ai mentionnées au préalable. Le concept d'Atunity, c'est d'avoir un GUI simple. On a essayé de simplifier au maximum le transfert, la sélection des tables et les chemins, les process de réplication de bases de données. Et le point encore plus essentiel, c'est de la simplicité et de l'hétérogénéité. On arrive à faire des implémentations, toutes nos implémentations sont faites en quelques jours, et pas quelques mois ou quelques semaines. On a une référence phare en France qui est la société Swiss Life, la compagnie d'assurance. Ils récupèrent des données de deux systèmes sources, Oracle et DB2 sur mainframe, pour l'envoyer sur une cible Oracle. L'implémentation, y compris le POC, a pris 3 jours. Donc, l'idée d'Atunity Replicate, c'est d'avoir, dans le cadre d'une tâche, d'avoir une interface, une solution pour faire tous vos transferts et toutes vos réplications de données. Yann va vous présenter la solution, va faire une démo et prendra les questions
si vous voulez poser les questions en français, vous les posez en français ou en anglais, il est anglophone. Avant de laisser la parole, on m'a demandé d'intégrer cette slide donc pour me noter. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous voulez passer sur notre stand, on a 2 cadeaux à faire gagner, une GoPro et une Soundface, qui est un speaker Bluetooth. Yann? Ouais. Merci. Missing the side off, so and we'll see if we can make this work. It kind of looks a little bit weird because I'm missing the far side of the screen, but so I'm going to do the demo of Replicate. Apologies that it's in English. It was either I did it in English or Roland tried to do it in French, and trust me, it's probably better that I do it in English. So this is Replicate version 4. I'm actually going to show this how we would move data from an Oracle system into SQL Server, because that's something we see a lot of our customers doing. We're running a bunch of projects right now that are moving data into SQL Server-based ODS, and then either onwards into another data warehouse or onwards into APS. We have a couple of projects loading directly into APS as well, and kind of using APS as a layer 1 ODS before it further gets transformed within APS. So Replicate works with different data endpoints. So we have lots of different endpoints that allow us to connect to data both as sources and targets, and there's some things on here like Hadoop, and I've been working with recently. This is my Oracle connection. This is just a simple Oracle. This is my SQL Server targets. It's just using the SQL Server native clients. We don't need to install any software on the source and target servers. We can just run it on a Win64 machine. And hopefully down here, if I can put my SQL Server, you can see that my SQL Server target system is currently completely empty. Hopefully I can just about get over here to, maybe I can't, let's shrink this down and bring it over. Okay, we'll see if we can fit this within the confines of what we can see on the screen. Okay, cool. So I'm going to create a new replication task. And the default options are to take a full load initially and then to keep that data in sync. Okay. Now, I can also stall as changes. So if anybody's familiar with CDC within SQL Server 2008 and the idea of a change table within CDC, we can do the same thing. So we can capture changes and just stall them as a list of the changes, kind of like an audit. Or we can also replicate them through. So I'm going to keep this quite simple, and we'll just do the standard replicate task. And then to build this, I want to go from my Oracle source system to my SQL Server target system. And now I can select the tables that I want to move. So because this is Oracle, we can connect through to the Oracle database and see its schemas. HR is a test schema within the Oracle world. It's quite a small schema. I've added one more table to it so that there's a little bit more data to move for the demo.
And I can do the kind of ETL type multi-select and select a set of tables. But I can also include tables based on a pattern. Okay? And a pattern is always live. Okay? So that means that if here I'm taking the whole of the HR schema, if that schema changes, if I add a new table to that schema, I don't need to go and reconfigure anything. Replicate can pick up that a new table's been added, add it to the replication task, move it through. This is kind of where we start to differentiate away from ETL tools. If you tried to do something like this within SSIS, you'd end up with lots of yellow exclamation marks everywhere. And everybody's seen those where you have to go and refresh your metadata. This is a kind of a different way of thinking. So rather than thinking table by table, we look at this as a set of data, and that's what we want to move. Okay. Now, assuming I don't need to do any kind of transformation here, and I'll come back to that, I can now just click Run. And what Replicate does now is it looks at the source and the target schemas. Says, okay, SQL Server looks empty, I need to create the tables. I need to create those that match the Oracle schema. I need to match their data types. I then need to load all of that data. But as I'm loading it, I also need to start capturing changes to that data, because it's very unlikely that that source database is quiet. Does anybody remember when you could take a database offline to move it? It seems like a long time ago. So we've now moved all of that data into SQL Server. The largest one was about 500,000 rows. And if I drop into my SQL Server system on here, let's just blow that up so we can see it. And if I just do a refresh on here, okay, you can see we've moved all of that data into SQL Server. We've built all of those tables. I've now really just taken that Oracle database and dropped it into SQL Server. Okay. But at the same time, I'm monitoring the Oracle log. So if anything changes within that system, I can now keep that up to date. So I have a little test rig that just allows me to make some changes to Oracle. So I'll just go and make some inserts and updates to this. And you'll see we've picked those changes up from the Oracle log. So on a table-by-table basis, I can see what changes I've made, what type of operation they were, and I've moved that into my SQL Server database. So I've added some rows to sales, I've added some to the job history table, I've made some updates to my employees table. And all of those have been reflected in my target system in close to real time. So as changes commit, we then apply them to the target system. And if I go back to my SQL Server, you should see this goes up by 500, and job history should go up by another 100, and that's all gone through. Okay. So we're now just really keeping that data in sync. So if you think of this in a couple of different ways, we've been talking today about an ODS, and about how the benefits that an ODS can bring in terms of being able to offload querying from your production systems, but also as being that kind of first layer of data that's kind of abstracted away from production that you can then use for other parts of the business. And keeping that ODS layer in close to real-time sync is what's important. So we see kind of about maybe 18 months ago, we were seeing lots of people using this for query offloading. You know, their production systems were starting to struggle with the number of reports written against them. And if you offload that data from a production system, oh, excuse me. If you offload that data, you can take some of that load away. But probably about 18 months ago, we started to see this move towards more of an ODS. And Roland mentioned a couple of customers. The second one I worked on, the German telco. They first started working with us to really feed their data warehouse. And it was only when they saw the benefits they got from being able to have this real-time feed that they started to look at it as a bigger strategy. And they're now rolling out that ODS across, we should have about 11 systems live by the end of the first half of next year.
Where they're taking data from various Oracle and Informix and SQL systems, moving them into a SQL Server Fast Track system, and then from there, their data warehouses on APS, but their other systems now just use their ODS as the kind of data exchange. So when we're working with our customers and prospects, we sit a lot of time in the screen during a POC because we're looking to see data flow through the process. But you're not really going to do that when you're rolling this into production. And so we have this notification engine that means the system can be self-monitoring. It can tell you when certain events happen. And we split these into 3 types. So the operator types tell me when a process starts or stops, or the full load starts or completes. If we breach certain resource thresholds, so we tend to use memory quite aggressively because we're trying to get close to real time. So we try and push everything through memory. But so if our memory utilization or disk or latency starts to grow, we can let people know. And finally, if we have different types of errors, we can let you know. Replicate's very good at self-recovery. I did a demo yesterday showing what would happen if the SQL Server target system went offline. And we still capture changes, we just buffer them, and then when SQL comes back up, we can notice that it's now back available to us, reconnect to it, and process those changes through. There was no manual interaction with the system at all. They'd noticed SQL Server had gone offline, tried to reconnect. It waits a longer period of time between each try. Once it can reconnect, it will carry on. If it can't reconnect for, say, 30 minutes, you can set a rule to say, actually, maybe I should flag that. And the same works in the source systems as well if we can't connect. Now, I've mentioned at the beginning, kind of early on in the demo, that there was no transformation happening here. So what if I need to do some transformation? We see a few types. One type is I don't actually need all of the data fields. So this is my employee record, and I could say that maybe I don't need the phone number and their salary, so I can remove those from the definition. So I'm replicating everything but those fields. The other thing we see is people adding new columns to this. And we've got this new, I can show you some of the options. So we have access to all of the fields, so I can manipulate those. I can concatenate them and split them apart and do calculations on them. I also have access to all of the header fields. So these are the parts of the change. So things like the transaction ID, which user made the change, when did it happen, when was it committed. A bunch of different operators that you'd expect, and some functions. A couple that are worth mentioning. There are 2 enrichment functions. So if I need to look up data from either my source or my target system, I can. And one that's really useful, certainly in a kind of data warehousing environment, is this operation indicator. This allows us to swap a physical delete on the source to a logical delete on the target. This one the data warehousing teams tend to love because it's that physical delete from a source system that causes so many problems downstream. And being able to swap that to say, actually, we'll just flag the record as being deleted rather than actually physically deleting it can be really useful. Now, one of the most common transformations we get asked for is adding a column to say when was this field last moved, or which source system did this field come from. So think about this in terms of data lineage. So if I'm loading data from lots of different systems into an ODS, how do I know where one piece of data actually came from, and how recent is it? Okay. Now I could do that at this table level and go and add those 2 fields, and there are 8 tables in this schema. So that would be quite easy. We're working on a project at the moment. The source system's got 3,500 tables. You really wouldn't want to edit them one at a time. So for that, we have global transformations. And a global transformation is one of 6 types.
It's this add column that we see used most often. And this means I can say for all schemas and all tables within my task, add a new column. Let's call this one last moved. It's a date time field. I can use my expression editor to use the date time function and just test that I get the right value. These are in UTC times. We can make them local if you need to. And I've very quickly been able to add a transformation that affects all of the tables in my task. And I can do that to do things like convert them to lowercase. Moving into SQL Server is quite easy. Moving into, say, something like Oracle can be more tricky. Oracle has a 32 character limit on its table names and field names. So conversions from SQL Server with very long table names is always fun. So we have some global transforms that I've worked on where we shorten names of things. But these are really useful for dealing with large sets of data or large numbers of tables. But the thing I'd really like to leave you with from the demo is really how easy this is. Okay? That we define a source and target system, we drag our source and target, we select our tables, we do any kind of transform that we need to do, and then we click run. And from that point on, my target system is going to be in sync with my source system. It doesn't matter if the source system's changing while I'm loading it, we'll still keep it in sync. So if there are any questions, happy to take them. If you want to answer them, ask them in French, that's fine. Roland can help me. Just a simple question. Thank you for your clear demo. How your tool is getting the data changed in the source? Okay. It's a native function, or you need to have some additional information in the source? So like date change or log? No, everything is using logs. So in this case, we're reading the Oracle log. When we work with SQL Server, we query the SQL log, and it works for all of the different databases. So all of them are log-based. That generally means that we need logging turned on, which is pretty common anyway because of the logs used for the database recovery. So there are, depending on the different database, there are certain things that we need to do, but it's always using the log. Any more questions? No? Okay, well in that case, thank you very much for your time. We're actually getting you to lunch a little bit early, which is always good. The slot before lunch is always the worst one because everybody's kind of thinking, I'm hungry. So thank you very much for your time, and enjoy the rest of your day.